Donc, on va commencer avec quelques propos introductifs, suivis d'une présentation d'une notion qui est essentielle en droit de la concurrence, qui est la notion de marché pertinent. Et puis ensuite, on abordera l'un des pans du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui est le droit des ententes. Donc, je commencerai avec quelques petits propos introductifs sur qu'est-ce que le droit de la concurrence. Alors, traditionnellement, on distingue le grand droit de la concurrence du petit droit de la concurrence. Alors, le grand droit de la concurrence, c'est le droit qu'on va étudier au cours de cette formation consacrée aux fondamentaux. C'est un droit qui repose sur un objectif qui est celui de protéger la concurrence, de protéger le marché, en partant du postulat qu'une concurrence libre et non faussée permet aux consommateurs de bénéficier des prix les plus bas et de la plus grande diversité de produits et de services. Donc, sur la base de ce postulat, l'objectif du grand droit de la concurrence, c'est de protéger le marché, d'empêcher les entreprises de fausser la concurrence. Et donc, pour ce faire, on a plusieurs outils qui sont utilisés par les autorités de concurrence. Donc, c'est le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui couvre les ententes et les abus de position dominante. Et puis, on a également le contrôle des concentrations, qui est un contrôle des structures, donc les fusions d'entreprises. Et enfin, au niveau européen, on a un contrôle des aides d'État, donc qu'on ne verra pas en détail dans le cadre de cette formation, mais voilà, sachez qu'il existe. C'est un contrôle des interventions des pouvoirs publics en faveur des entreprises. Alors, par opposition au grand droit de la concurrence, on a ce qu'on appelle le petit droit de la concurrence, dont l'objectif cette fois-ci n'est pas de protéger le marché, mais de protéger les concurrents. Et donc là, la réglementation a mis en place un contrôle de la concurrence déloyale et des pratiques restrictives de concurrence. Donc là, au cours de la formation, on étudiera ce qu'on appelle le grand droit de la concurrence, donc le droit des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des concentrations essentiellement. Alors, le champ d'application du droit de la concurrence, il faut savoir qu'il est très large. Le droit de la concurrence s'applique à toute entité économique autonome. Une notion vraiment essentielle en droit de la concurrence, c'est la notion d'entreprise, qui ne se confond pas avec celle de société. En fait, constitue une entreprise toute entité qui exerce une activité économique. Et l'exercice d'une activité économique, ça renvoie à l'offre de biens et de services sur un marché donné. Donc, en partant de ce principe-là, peut être considérée comme une entreprise au sens du droit de la concurrence, une personne physique. Donc, par exemple, un artiste qui va vendre des prestations ou un inventeur qui va concéder un brevet peut constituer une entreprise. Et puis, de la même manière, une association à but non lucratif peut être une entreprise si elle a une activité économique. De la même manière, un ordre professionnel, par exemple, peut tout à fait être considéré comme une entreprise au sens du droit de la concurrence. Le champ d'application d'un point de vue matériel du droit de la concurrence est large également, puisqu'il couvre toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Donc il n'y a pas que les opérateurs privés qui sont concernés par le droit de la concurrence. Alors, le droit de la concurrence est appliqué principalement, en France tout du moins, par des autorités administratives, dans le cadre de ce que l'on appelle le public enforcement. Donc, au niveau français, c'est essentiellement l'autorité de la concurrence et la DGCCRF qui a une compétence résiduelle qui vont investiguer les pratiques anticoncurrentielles, qui vont donc instruire les dossiers et puis condamner éventuellement ce type de pratique. Au niveau européen, c'est la Commission européenne qui est compétente. Et là, au cours je crois depuis 2016, on a eu la création de 2 nouvelles autorités en France qui sont également chargées de mettre en œuvre le droit de la concurrence. C'est l'autorité polynésienne de la concurrence et l'autorité de concurrence de Nouvelle-Calédonie qui appliquent un droit de la concurrence local, mais qui est quand même très inspiré des règles de droit français et de droit européen que l'on va vous présenter. Et puis en parallèle de cette application publique du droit de la concurrence, on a une application privée, donc devant les juridictions civiles et administratives, essentiellement par les victimes de pratiques anticoncurrentielles qui vont demander réparation de leurs préjudices et donc porter leur action devant les tribunaux civils et administratifs. Sachant qu'on a une compétence spécialisée de 8 tribunaux de commerce et 8 tribunaux judiciaires, puisqu'on a considéré que le droit de la concurrence était une matière très technique et qu'il convenait d'en confier le contrôle à des juridictions spécialisées. Alors, pourquoi se former au droit de la concurrence ? Le message qu'on souhaiterait vraiment faire passer au cours de cette formation, c'est le fait que le droit de la concurrence est un risque à prendre très au sérieux et de plus en plus au sérieux,
du fait des risques qui y sont attachés. On a un éventail de sanctions qui sont attachées au droit de la concurrence, qui vont impacter à la fois l'entreprise et également ses collaborateurs. Et donc, il est vraiment très important de s'y former. Alors, le premier risque auquel on pense traditionnellement, c'est le risque d'amende qui peut être infligé par les autorités de concurrence. C'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe, donc vraiment un niveau d'amende très substantiel. Et on a pu constater que sur les dernières années, on avait vraiment une augmentation assez importante du niveau des amendes qui étaient infligées par les autorités. Donc là, on vous a mis un petit histogramme des amendes qui ont pu être infligées par l'autorité de la concurrence en France. Donc vous voyez qu'en 2009, par exemple, on était à un niveau global d'amende d'environ 200 millions d'euros. Et puis on est passé en 2015 à plus d'1 milliard d'euros. Ensuite, on est revenu à des niveaux un petit peu plus modérés qui étaient liés au fait que les affaires qui ont été traitées par l'autorité étaient un petit peu moins importantes. Mais là, en 2020, l'autorité est repartie sur les chapeaux de roue avec une amende record de plus d'1 milliard d'euros qui a été infligée à Apple. Donc vraiment des niveaux de sanctions très substantiels et qui peuvent être même encore plus importants au niveau européen. Donc là, on vous a sélectionné quelques affaires qui ont eu lieu devant la Commission européenne dans les dernières années. Et si vous prenez par exemple Google, qui a été condamné 3 fois depuis 2018, on a des niveaux d'amende qui atteignent plus de 4 milliards d'euros pour une seule entreprise. Donc vraiment des niveaux d'amende substantiels qui font que toute infraction au droit de la concurrence peut vraiment porter à conséquence pour l'entreprise. Alors, outre ce risque d'amende administrative, on a également un risque d'indemnisation des victimes. Le contentieux de la réparation devant les juridictions judiciaires est vraiment un contentieux en plein boom. Les actions ont été facilitées récemment, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, mais voilà, il faut avoir conscience que, outre ce risque d'amende administrative, vous avez un risque que les victimes de vos pratiques aillent demander réparation devant les juridictions. Un autre risque juridique qu'on peut mentionner, c'est la nullité des pratiques, puisque les accords anticoncurrentiels sont nuls. Donc ça peut être très embêtant, par exemple, si votre réseau de distribution est considéré comme étant anticoncurrentiel, il va complètement tomber. Donc ça peut être vraiment un risque très important. Et puis le dernier risque juridique qu'on peut mentionner, c'est le risque de sanctions pénales, alors qui concerne cette fois-ci non pas l'entreprise, mais les personnes physiques, qui jusqu'à présent était un risque assez modéré, puisqu'il y avait assez peu de décisions qui étaient rendues et qui concernait surtout le secteur des marchés publics. Donc voilà, peu de décisions. Mais à l'avenir, il y a vraiment un risque d'accroissement de ce type de sanctions. On y reviendra la semaine prochaine. Et puis au-delà de ces risques juridiques, on a également des risques médiatiques et des risques commerciaux. Alors des risques médiatiques parce que l'autorité de la concurrence et la Commission européenne, lorsqu'elles sanctionnent des pratiques anticoncurrentielles, elles vont publier un communiqué de presse sur leur site internet. Et ce communiqué de presse va être généralement repris par la presse spécialisée, par la presse économique, éventuellement la presse généraliste. Et puis pour les affaires très importantes, elles peuvent même faire la une du JT et donc voilà, faire l'objet d'une médiatisation très importante qui peut forcément porter atteinte à l'image de l'entreprise. Et puis ça peut également porter atteinte aux relations de l'entreprise avec ses partenaires, puisque certains partenaires vont refuser de poursuivre leurs relations commerciales avec une entreprise qui a été condamnée pour pratique anticoncurrentielle. De la même manière, en matière de marché public, ça peut être vraiment très embêtant d'avoir été condamné pour candidater à ce type de marché. Donc ça rejoint un petit peu là, cette fois-ci, les risques commerciaux qui sont attachés à la violation du droit de la concurrence. Si votre entreprise, par exemple, est cotée et qu'elle est condamnée pour infraction au droit de la concurrence, il peut y avoir une chute du cours de bourse. Donc là, vraiment, encore un impact très important en termes de dépositionnement de l'entreprise. Et puis un autre exemple qu'on peut donner de dépositionnement, c'est l'affaire de la téléphonie mobile. En 2005, le Conseil de la concurrence a condamné les 3 opérateurs de téléphonie mobile pour entente. Donc ces opérateurs ont été condamnés à une amende de plus de 500 millions d'euros, donc c'était déjà quand même assez significatif comme sanction. Et puis une autre conséquence qui a été liée à cette entente et à cette condamnation, ça a été le fait qu'un 4e opérateur, Free, a pu rentrer sur le marché à des conditions très avantageuses qu'il n'aurait sans doute pas pu obtenir s'il n'y avait pas eu ces pratiques de verrouillage du marché et d'entente entre les opérateurs historiques. Donc voilà, brossé à grands traits les propos introductifs sur le droit de la concurrence et les raisons pour lesquelles il est important de s'y former.
Alors maintenant, on va aborder une notion essentielle en droit de la concurrence, qui est la notion de marché pertinent. C'est une notion qui est importante pour toutes les branches du droit de la concurrence, que ce soit le droit des ententes, le contrôle des concentrations et surtout les abus de position dominante, puisque pour démontrer un abus de position dominante, il faut établir une position dominante qui est appréciée sur un marché donné. Et les autorités de concurrence ont de plus en plus tendance à définir des marchés de manière très étroite, de manière à pouvoir dégager assez facilement une position dominante et pouvoir condamner une entreprise pour un comportement qui les choque. Donc, c'est vraiment une notion qui est essentielle, mais qui n'est pas toujours évidente à cerner. Alors en théorie, le marché pertinent, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de rencontre d'une offre de produits ou de services et d'une demande pour ces produits ou ces services qui traduit un besoin à couvrir. Alors l'objectif de l'exercice de délimitation du marché pertinent, c'est de pouvoir déterminer quels produits sont en concurrence directe les uns avec les autres et de délimiter le terrain de jeu sur lesquels les entreprises se font concurrence. On va pouvoir savoir, grâce à cette définition de marché, quelles sont les parts de marché des entreprises, quels sont les concurrents actuels ou potentiels. On va pouvoir savoir également, si on regarde une pratique d'entente par exemple, quel impact elle va avoir sur le marché. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui est assez important à réaliser. Et donc pour cela, on a une communication de la Commission européenne de 1997 qui nous donne des outils pour nous aider à définir le marché pertinent. Alors c'est une communication qui risque d'être révisée, qui normalement devrait être révisée l'année prochaine, au deuxième semestre 2021, pour s'adapter un petit peu plus à l'évolution de l'économie, à la mondialisation des échanges et à la digitalisation de l'économie, puisque certains commentateurs ont pu estimer que cette communication était un petit peu anachronique par rapport à ces évolutions qu'on a eues récemment et qui font que les délimitations de marché sont plus forcément adaptées aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la communication dont on se sert pour nous aider à délimiter le marché pertinent. Et donc, il faut savoir que le marché pertinent a deux dimensions. Donc, une première dimension qui est une dimension produit. La question qu'on va se poser, c'est si deux produits sont interchangeables du point de vue du consommateur. Donc, pour faire simple, on va se demander quel est le besoin à couvrir pour le consommateur. Et pour couvrir ce besoin, est-ce que ce consommateur va avoir plusieurs produits à sa disposition et auquel cas, est-ce qu'ils sont suffisamment interchangeables? Donc, par exemple, si vous avez un besoin de transport pour aller de Paris à Lyon, vous allez pouvoir utiliser le train ou l'avion. Est-ce que ces produits sont suffisamment interchangeables pour appartenir au même marché ou pas? Alors là, on va regarder, par exemple, est-ce qu'il y a une grande différence de prix entre le train et l'avion? Est-ce qu'il y a une grande différence de fréquence, de facilité d'usage? Et là, on va se rendre compte que finalement, l'avion et le train ne sont pas forcément si interchangeables que ça du point de vue du consommateur, et que si le prix d'un billet d'avion augmente de 10%, le consommateur ne va pas forcément se reporter sur le train. Donc dans ce cas-là, on va considérer que les produits ne sont pas suffisamment interchangeables et qu'ils font partie de deux marchés distincts. Donc ça, c'est le premier exercice qu'on fait, la substituabilité du point de vue de la demande pour délimiter un marché. Et puis, de manière un petit peu subsidiaire, en complément, on peut aussi regarder si les produits sont interchangeables du point de vue de l'offre. Donc là, cette fois-ci, on va se demander si les offreurs, lorsqu'ils produisent un produit ou un service, vont pouvoir facilement réorienter leur production vers un autre type de produit ou pas. S'il y a des coûts importants, des adaptations nécessaires en termes technologiques, par exemple, en termes d'investissement, à ce moment-là, on va considérer que les deux marchés sont distincts. Par exemple, si vous prenez le marché le secteur des agences de voyage, l'autorité de la concurrence a estimé qu'une agence de voyage traditionnelle pouvait très facilement réorienter sa production pour faire de la vente de voyages en ligne. De ce fait, les agences traditionnelles et les agences en ligne faisaient partie du même marché. La deuxième dimension du marché pertinent qu'il faut regarder, c'est la dimension géographique. Alors là, ce qu'on va se demander, c'est quel est le périmètre géographique sur lequel les conditions de concurrence sont homogènes, donc sur lequel les entreprises se font concurrence. Donc là, on peut avoir une dimension qui peut être mondiale, européenne, nationale ou locale, selon des critères que je vais vous exposer dans les minutes qui suivent. Alors en pratique, comment est-ce qu'on définit un marché pertinent? La première étape, c'est de regarder la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, qui est assez fournie. Et donc, voilà, si on s'interroge sur son propre secteur, on va regarder si les autorités ont déjà rendu des décisions qui vont nous permettre de savoir quelle est la délimitation de marché qui a pu être retenue.
Si le secteur n'a jamais fait l'objet de décisions des autorités de concurrence ou si vous souhaitez faire évoluer la pratique décisionnelle, à ce moment-là, il va falloir que l'entreprise fasse elle-même l'exercice de délimiter le marché pertinent. Et donc pour ce faire, elle va pouvoir utiliser des outils quantitatifs et qualitatifs qui sont notamment détaillés dans la communication de la Commission de 1997. Alors le premier outil, l'outil quantitatif qui peut être utilisé, c'est le test de l'élasticité croisée. Donc là, en fait, ce qu'on va regarder, c'est pour savoir si un produit A et un produit B appartiennent au même marché, on va regarder le comportement des consommateurs en cas d'augmentation du prix du produit A. Donc si le prix de mon produit A augmente de 10% et que mes consommateurs, à ce moment-là, se reportent sur le produit B, c'est que ces deux produits appartiennent au même marché. Si en revanche, en cas d'augmentation du prix du produit A, le consommateur ne se reporte pas sur le produit B, on va considérer que c'est deux produits qui appartiennent à des marchés distincts. Il n'y a pas de concurrence directe entre ces deux produits. Alors la difficulté de ce test économique, c'est qu'on n'a pas toujours les données à sa disposition pour pouvoir le réaliser. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser des outils qualitatifs qui sont quand même le plus souvent utilisés par les autorités de concurrence. Et on va regarder notamment quelles sont les caractéristiques des produits, les préférences des consommateurs, les modes de distribution des produits, les régimes réglementaires, etc. Tout ça pour essayer de délimiter un marché sur lequel on a des conditions de concurrence homogènes et une interchangeabilité des produits. Je vais vous donner quelques exemples sur la délimitation du marché de produits. Donc vous allez voir qu'on peut vraiment aboutir à des marchés qui peuvent être définis de manière très étroite. Alors par exemple, si on regarde en fonction des préférences des consommateurs, qui est l'un des critères qui peut être utilisé pour délimiter le marché, on a de la jurisprudence, notamment sur les fromages, où le Conseil de la concurrence a estimé qu'il y avait un marché pertinent du Cantal, un marché pertinent du reblochon, un marché pertinent du Roquefort, dans le sens où un consommateur, s'il veut acheter du Roquefort, il veut du Roquefort. Il ne va pas se reporter sur du Cantal, même si le prix du Roquefort augmente un petit peu. De la même manière pour le Coca, les autorités ont fait des analyses de marché, ont interrogé les consommateurs et elles ont considéré que les consommateurs, lorsqu'ils veulent acheter du Coca, ils veulent vraiment acheter du Coca et pas un autre soda. Et donc, elle a distingué les boissons au goût de cola et les autres sodas. Donc voilà un petit exemple de délimitation du marché en fonction des préférences du consommateur. Un autre critère qui peut être utilisé, c'est le mode de distribution des produits ou des services. Alors là, une affaire assez connue, c'est l'affaire Royal Canin, dans laquelle l'autorité a délimité un marché vraiment très étroit de la vente d'aliments pour chiens. Alors tout d'abord en estimant que les aliments secs et les aliments humides n'appartenaient pas au même marché. Et puis ensuite, en regardant les modes de distribution des aliments secs pour chiens, elle a estimé qu'il y avait un canal de distribution, les magasins spécialisés, qui étaient distincts des autres canaux de distribution, comme la grande distribution ou la vente en ligne. Et donc, elle a défini un marché très étroit de la vente d'aliments secs pour chiens en magasins spécialisés. Puis un dernier critère qui peut être utilisé, c'est la réglementation, le régime réglementaire. Donc, par exemple, on a une affaire dans laquelle l'autorité de la concurrence a distingué le marché des cartes cadeaux du marché des chèques cadeaux, parce que les cartes cadeaux faisaient l'objet d'une réglementation particulière au terme du Code monétaire et financier, puisque les cartes cadeaux sont considérées comme de la monnaie électronique et un moyen de paiement, alors que les chèques cadeaux ne le sont pas. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir distinguer ces deux marchés, que sont les cartes cadeaux d'une part et les chèques cadeaux d'autre part. De la même manière, pour la définition du marché géographique, on peut avoir des périmètres vraiment très variables. Généralement, quand on se situe sur un marché amont, un marché de production, le café, le riz, on va être sur un marché de dimension mondiale ou européenne, parce que c'est là que la concurrence se joue. Et plus on va descendre au niveau de l'aval et du détail, et plus on va avoir des marchés qui sont délimités de manière assez étroite. Alors, les marchés de taille nationale, les autorités vont pouvoir estimer que le périmètre de la concurrence se réduit au niveau national si on a par exemple des barrières linguistiques, une réglementation nationale particulière, des préférences spécifiques du consommateur qui font qu'on doit réduire le marché à ce périmètre-là. Alors par exemple en matière de téléphonie mobile, les opérateurs de téléphonie, lorsqu'ils veulent opérer un réseau de téléphonie mobile, ils vont se voir attribuer des fréquences. Et ces fréquences, elles sont attribuées sur le territoire métropolitain. Donc dans ce cas-là, on considère que le marché de la téléphonie mobile, il est réduit à la métropole. De la même manière, en matière audiovisuelle, par exemple, donc il y a une réglementation nationale et puis il y a aussi des barrières linguistiques. Sur le marché, par exemple, de la publicité télévisuelle,
le marché va être limité vraiment à la France, puisque les annonceurs qui vont vouloir diffuser des pubs en français vont le faire sur le marché français et non pas sur un marché européen. Et puis enfin, la dernière taille de marché qui peut être analysée, c'est les marchés de dimension locale. Donc ça, c'est généralement les marchés B2C, notamment les marchés de la grande distribution, la distribution de détail. Là, on va regarder, on va définir des zones de chalandise locales, notamment en fonction du temps de transport que le consommateur est prêt à faire. Donc, si un consommateur est prêt à faire 40 minutes de voiture, par exemple, pour aller faire ses courses, à ce moment-là, la zone de chalandise va être définie en fonction de ce critère-là. Si en revanche c'est 30 minutes, on va réduire encore la zone de chalandise locale pour vraiment coller le plus possible aux préférences des consommateurs et au temps de trajet que le consommateur est prêt à faire pour s'approvisionner. Donc voilà, brosser vraiment à très grands traits les grands principes de la délimitation des marchés pertinents. Cette notion, comme je vous le disais, elle va être utilisée dans toutes les branches du droit de la concurrence, et notamment en matière de droit des pratiques anticoncurrentielles, qui recouvrent les ententes et les abus de position dominante. Les abus de position dominante, on les étudiera la semaine prochaine. Et puis les ententes, c'est Laurence qui va vous les présenter tout de suite. Donc, ce que je disais, c'est que en ce qui concerne l'analyse du droit des ententes, on va étudier d'une part le principe de l'interdiction, puis les éléments constitutifs de l'entente, et enfin, on analysera une grosse distinction qui existe dans l'analyse de ce droit des ententes, qui est celle de l'analyse des ententes par l'objet par rapport à celle par les effets. C'est vraiment une distinction fondamentale de l'analyse qu'il faudra bien avoir en tête. Donc, on va commencer tout de suite avec les principes de l'interdiction. Alors, le principe en matière de droit des ententes, c'est que pour qu'un marché fonctionne, eh bien, il faut que les opérateurs économiques agissent de façon autonome, c'est-à-dire sans passer entre des accords ou des actions concertées, enfin toutes sortes d'accords qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Donc ça, c'est vraiment le principe. Les règles applicables en la matière, c'est en droit français, vous allez la trouver à l'article L420-1 du Code de commerce, et en droit européen, c'est l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et ces deux articles prévoient dans des dispositions somme toute assez comparables le fait que sont interdits donc les ententes, enfin toute entente qui aurait un objet ou un effet anticoncurrentiel, et dès lors, en ce qui concerne le droit français, que cette entente produit un effet actuel ou potentiel sur le marché français, et même si cet effet est purement indirect. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, vous avez une entente entre des chauffeurs de taxi à Nice et à Monaco, eh bien l'autorité de la concurrence française va être compétente pour sanctionner, enfin déjà pour investiguer, sanctionner les parties, celles qui auront, les opérateurs qui auront pris partie à l'entente, pour celles qui sont localisées en France. Elle ne sera pas compétente pour celles qui seront situées à Monaco. De la même manière, en droit européen, le critère du droit européen va être de déterminer si les pratiques en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Alors, ce critère, il est relativement aisé à remplir à partir du moment où une entente a lieu sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne. Et puis, parallèlement, ce qui peut se passer, c'est que quelquefois, alors même qu'une entente n'a pas lieu directement sur les territoires, mais est susceptible d'avoir des effets indirects. Par exemple, vous avez une entente où un fournisseur va interdire à un de ses distributeurs situés par exemple en Suisse de réimporter des produits sur le territoire de l'Union. Et bien là, alors même que l'entente ne serait pas directement implantée sur le territoire de l'Union européenne, puisque les effets directs seraient situés en Suisse avec cette interdiction d'exporter à partir de la Suisse. Pour autant, elle va avoir des effets indirects sur le territoire de l'Union, donc elle va affecter le commerce entre États membres de ce fait-là. Et dans cette hypothèse-là,
le droit européen pourrait également être considéré comme applicable. Concernant maintenant les éléments constitutifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une entente, c'est un accord. Donc, un accord, ça suppose quoi? Un concours de volonté, ce qui s'oppose au moins deux participants, donc on va y revenir, et que cette entente ait un objet ou un effet anticoncurrentiel. Et ça, encore une fois, c'est la grosse distinction sur laquelle on reviendra par la suite. Alors, un accord, un concours, ça signifie un concours de volonté. Ça suppose au moins, par définition, deux participants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pratique qui sera mise de manière unilatérale en œuvre, qui sera mise en œuvre de manière unilatérale par un opérateur, ne tombera pas sous le coup du droit des ententes. Ça avait été, dans un arrêt Bayer, un fameux arrêt Bayer, c'était un principe qui avait été dégagé. Une pratique unilatérale ne constitue pas par définition une entente, donc ça peut être un moyen de défense que d'essayer de faire valoir que la pratique a été mise en œuvre de manière unilatérale. Ensuite, cet accord, eh bien, il peut prendre toute forme, prendre diverses formes. C'est-à-dire qu'il peut être oral ou écrit, ça peut être un contrat, ça peut être pris sous forme d'échange de courrier, de participation à des réunions. Par exemple, vous participez à une réunion avec vos concurrents et vous indiquez à vos concurrents que vous allez mettre en œuvre telle action commerciale. Personne ne dit rien, mais pour autant, ça pourrait être considéré comme constitutif d'un accord, parce qu'il y aura eu cette participation à la réunion qui constituera l'élément de concertation recherché par le droit des ententes. Le droit des ententes est également applicable en matière de pratique concertée. Alors là, la pratique concertée, c'est un concept extrêmement souple parce que ça requiert quoi? Ça requiert d'une part un parallélisme de comportement, ça veut dire qu'une autorité de la concurrence pourrait, par exemple, remarquer que tout d'un coup, des opérateurs concurrents ont tous pratiqué une augmentation de prix à peu près dans une période analogue. Et puis, en parallèle, l'autorité de la concurrence sera en mesure de prouver l'existence d'une réunion entre ces différents participants, sauf un, par exemple, une semaine avant cette augmentation des prix. Donc, tous les participants, sauf un, étaient réunis lors de cette réunion. Eh bien, l'autorité de la concurrence va considérer qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas de raison objective qui expliquerait l'augmentation des prix pratiqués par chacun, eh bien, elle va considérer qu'il y a constitution d'une entente anticoncurrentielle, puisqu'elle constate le parallélisme de comportement, et puis, parallèlement, elle a l'élément de concertation qui lui est nécessaire pour sanctionner une entente, par le biais de la participation à la réunion. Ça veut dire que chacun des participants à la réunion seront condamnés pour cette pratique concertée, sauf celui qui n'aura pas participé à la dite réunion. Un accord, ça signifie également qu'il faut deux opérateurs, par définition. Ce qui implique que, en cas d'accord intragroupe, eh bien, il y a une immunité de ces accords intragroupes. Alors, cette immunité, dans quelles conditions, dans quelle mesure est-elle reconnue? Eh bien, il faut déjà que la filiale ne dispose d'aucune autonomie économique vis-à-vis de la société mère. Ça signifie, ça c'est un principe qui a été dégagé par la jurisprudence européenne il y a assez longtemps maintenant, en 1996, dans un arrêt Vio. Pour qu'il y ait aucune autonomie économique vis-à-vis de la société mère qui soit reconnue, la jurisprudence exige deux conditions. D'une part, qu'il existe un contrôle capitalistique et en droit de vote par la société mère de la filiale en cause. Et en général, on considère que s'il y a un contrôle en droit des sociétés, eh bien, ce contrôle en droit économique sera également caractérisé. Et puis, la seconde condition qui est nécessaire, c'est que ce contrôle soit exercé par la société mère sur sa filiale. Donc, il faut un contrôle, mais également que le contrôle soit exercé.
et que donc la société mère donne des instructions et que la filiale suive ces instructions. Si ces deux conditions sont respectées, on considérera que les éventuels accords qui auraient été passés entre cette société mère et sa filiale ou entre deux sociétés filiales qui sont contrôlées par la même société mère, eh bien que ces accords bénéficient d'une immunité intragroupe et donc les accords éventuels ne tomberaient pas sous le coup du droit des ententes. Alors, il faut faire attention à une question piège qui peut être posée par des enquêteurs de la concurrence et qui vous demanderait: est-ce que votre filiale est autonome? Donc, s'il s'agit de savoir si un accord intragroupe pourrait être qualifié d'entente, bah, cette question, bien entendu, il faut répondre que non, que la filiale ne dispose d'absolument aucune autonomie, que la politique commerciale est dictée par la société mère, car si on répondait que la filiale est autonome, eh bien dans ce cas-là, il serait considéré qu'il y a bien deux entités distinctes et que donc un accord qui serait conclu entre la société mère et la filiale pourrait être qualifié d'entente. Donc, pour qu'il y ait cette immunité intragroupe, il ne faut absolument qu'il n'y ait aucune autonomie de la filiale vis-à-vis de la société mère. Alors, à ce principe de l'immunité intragroupe, eh bien, il y a une exception. C'est dans l'hypothèse où deux filiales, alors même qu'elles seraient contrôlées par une même société mère, mais ces deux filiales répondraient à un appel d'offres public et en se présentant vis-à-vis de l'acheteur public comme deux entités autonomes. Alors là, on ne considère pas que ce qui est en cause, c'est le contrôle par la société mère. On considère ici que la problématique, c'est le fait que ces deux filiales se seraient présentées vis-à-vis de l'acheteur public comme étant deux entités autonomes. Et donc, dans ce cas-là, le droit des ententes renaît et l'immunité intragroupe ne peut pas être opposé comme un moyen de défense au droit des ententes. Voyons maintenant la situation particulière des syndicats professionnels. Alors, concernant les syndicats professionnels, il faut savoir que les syndicats professionnels, ils ont un rôle qui est en totale conformité avec le droit de la concurrence lorsqu'ils ont un rôle de conseil, de défense des intérêts de la profession, d'assistance, etc. Ça, c'est bien entendu tout à fait conforme au droit de la concurrence. La problématique, c'est quand ils vont sortir de ce rôle de conseil et qu'il va y avoir une intervention du syndicat qui serait de nature à influencer le comportement des membres et donc les conditions de marché. Donc ça veut dire que si ce syndicat sort de sa mission et cherche à influencer les pratiques, eh bien là, ça peut tomber sous le coup du droit des ententes. Et le fait que ce soit le syndicat qui sorte de son rôle et donne des indications d'un comportement à suivre, eh bien là, c'est réellement problématique parce que, en ce qui concerne les syndicats professionnels, il y a le concours de la volonté qui est présumé. Je m'explique. Puisque, bon, certes, c'est que le syndicat qui donnerait des orientations à ses membres, mais pour autant, le syndicat, eh bien, il traduit un accord des différents membres du syndicat. Donc, on considère que ce n'est pas le syndicat en lui-même, mais c'est les membres à l'intérieur du syndicat qui ont pris cette décision et que la concertation vient directement du fait qu'ils se sont réunis au sein du syndicat. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent en matière de syndicat professionnel et veiller à ce que le syndicat ne sorte jamais de son rôle de conseil parce qu'il y a une réelle facilité de la preuve à apporter dès lors que le syndicat, encore une fois, traduit un accord de ses membres. Il est considéré comme traduisant un accord de ses membres. Alors, ce point est d'autant plus important que jusqu'à présent, les sanctions en matière de syndicats professionnels, dont les sanctions que pouvaient recevoir, enfin, les syndicats professionnels de la part d'une autorité, de la part de l'autorité de la concurrence française, eh bien, ces sanctions étaient limitées à 3 millions d'euros. Mais avec la transposition de la directive ECN+, qui est en cours, eh bien, ces sanctions pourraient être fortement augmentées puisque ce plafond de 3 millions d'euros serait supprimé et les sanctions pourraient aller et correspondre
au cumul de 10% du chiffre d'affaires mondial de chacune des entreprises. Donc vous imaginez le montant colossal des sanctions que ça pourrait représenter. Donc encore une fois, extrême prudence à l'égard des syndicats professionnels. Concernant maintenant, on a vu que pour qu'il y ait soumission aux droits des ententes, eh bien, il fallait un accord. Eh bien, cet accord, il devra avoir soit un objet, soit un effet anticoncurrentiel pour tomber sous le coup du droit des ententes. Alors, déjà, une question de vocabulaire. Il y a deux types d'ententes. Il y a les ententes horizontales, qui sont les ententes entre deux concurrents. C'est ce que vous voyez à l'écran, une entente qui serait conclue entre le fournisseur A et le fournisseur B. Et donc, ces ententes horizontales entre concurrents, ce sont les plus graves. Et ensuite, il y a les ententes dites verticales, qui serait une entente qui sera conclue entre le fournisseur A et chacun de ses distributeurs. Ça, c'est une entente verticale. Alors, l'objet ou effet anticoncurrentiel, donc deux catégories d'ententes, comme je vous le disais. Déjà, il y a les ententes qui sont restrictives par leur objet. Ce sont les plus graves et elles sont interdites en elles-mêmes. Alors, ce sont les ententes pour lesquelles l'expérience a montré qu'elles étaient toujours graves. Et donc, elles doivent être condamnées en elles-mêmes, peu importe qu'elles n'aient pas eu d'effet. Je m'explique. Ça veut dire que, par exemple, imaginons qu'il y ait un accord sur les prix entre deux concurrents. Donc ça, une entente sur les prix, comme on va le voir après, c'est une entente qui est considérée comme entente par l'objet, donc qui est systématiquement répréhensible. Alors systématiquement répréhensible, eh ben, ça veut dire que peu importe en fait que finalement l'accord n'ait pas pu être mis en œuvre en pratique, peu importe que les parts de marché des opérateurs qui ont pris part à cet accord ne soient pas significatives et que du coup, il n'y a eu aucun effet sur le marché à cet accord sur les prix, peu importe ces différents éléments-là. En ce qui concerne les ententes par l'objet, on les considère tellement graves qu'elles sont, encore une fois, interdites par elles-mêmes. Et puis, il y a la seconde catégorie, celles qui sont restrictives par les effets. Donc, c'est toutes les autres ententes potentielles, toutes celles qui ne sont pas considérées comme restrictives par leur objet. Et il faut analyser leurs effets sur le marché pour déterminer si elles ont eu un effet restrictif de concurrence ou pas. Et dans ce cas-là, ce ne sera uniquement que dans l'hypothèse où elles ont eu effectivement un effet sur le marché qu'elles pourront être sanctionnées. Alors, rentrons un peu plus dans le détail en ce qui concerne les ententes par leur objet. Il y en a différentes sortes. La plus importante, c'est le cartel des prix, donc accord sur les prix. Ensuite, il y a les ententes en matière de répartition de clientèle. Encore, c'est une entente par l'objet, de la même manière que la limitation de production, le boycott, et un peu différente qui est celle de l'échange d'informations stratégiques. Parce que celle-là, elle requiert une analyse un petit peu plus subtile, parce que quelquefois, elle peut être sanctionnée par l'objet ou par les effets. Dans cette formation, on va l'analyser dans la partie sur les restrictions par les effets, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et puis, donc ça, c'est les ententes par objet horizontales. Et puis, bien entendu, il y a aussi des ententes par l'objet verticales. On en verra de sortes qui sont les prix de revente imposés d'un fournisseur à son distributeur et les restrictions de vente. Alors, commençons avec les ententes horizontales et plus précisément les cartels de prix. C'est quoi un cartel de prix? Eh bien, c'est une entente sur principalement la fixation directe des prix, mais pas uniquement. Ça veut dire qu'on pourra considérer qu'il y a eu cartel des prix si il y a une hausse, si on s'entend sur une hausse de prix, ou si on s'entend sur une baisse des prix, bien sûr, mais aussi si on s'entend sur un pourcentage de hausse, un pourcentage de baisse, et sur tout élément, et ou d'ailleurs sur tout élément qui entre dans la composition du prix. Donc par exemple, un accord sur les coûts, un accord sur les marges ou les remises accordées.
tous ces éléments qui portent sur le prix, dès lors qu'il y a une entente sur l'un ou l'autre de ces éléments, eh bien, ça pourrait être constitutif d'un cartel de prix. Alors, une affaire très importante qu'il y a eu récemment en matière de cartel de prix, c'était l'affaire relative au cartel des camions, où les fournisseurs de camions s'étaient entendus sur les prix de vente des camions et également sur la possibilité de répercuter sur les prix de vente les coûts de mise en conformité avec les règles plus strictes en matière d'émissions. C'est l'entreprise MAN qui avait dénoncé cette entente. Elle a bénéficié d'une immunité totale. En revanche, Daimler, la société Daimler, a, elle, écopé de la plus lourde amende, puisqu'elle a reçu une amende à 1,8 milliard d'euros. En ce qui concerne maintenant les répartitions de marché. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entente de répartition de marché? Eh bien, c'est une entente qui tend à maintenir la position des entreprises en place via, par exemple, une répartition de marché géographique. Toi, tu vas t'occuper du nord de la France et moi du sud. Une répartition de marché de produits ou de clientèle. Je prends la clientèle des grossistes. Toi, tu t'occupes de la clientèle au détail, alors qu'on aurait eu tous les deux la possibilité d'adresser les deux types de clientèle. Donc tout ça, ce sont des répartitions de marché. Et ça peut également correspondre à des pratiques très variées. Ça peut constituer une répartition de marché. La réponse, par exemple, la réponse concertée à un appel d'offres. Nous sommes deux opérateurs du bâtiment et on soumissionne à différents appels d'offres de la part d'acheteurs publics. On se concerte et puis on se dit que en ce qui concerne le marché A, moi je réponds et puis mon concurrent fait une offre dite de couverture, c'est-à-dire qu'il répond mais avec des prix complètement non compétitifs, et on le sait. Du coup, il me laisse la priorité, entre guillemets, pour gagner cet appel d'offres. Et puis, en contrepartie, moi, je ferai la même chose en sa faveur pour un autre appel d'offres. Eh bien, ça, ce sont des réponses concertées à un appel d'offres, ce sont des répartitions de marché. Bien entendu, c'est interdit. Ça peut également constituer une répartition de marché, des pactes de non-agression. Je n'irai pas t'agresser sur ton territoire au nord de la France. Tout ça, ce sont des pratiques de répartition de marché et qui sont interdites. Les restrictions à la production, ce sont des interdictions de production ou des fixations en commun des volumes qui sont à produire. Tout ça dans le but, bien évidemment, d'augmenter les prix, et donc c'est interdit de la même manière. Le boycott, maintenant. Le boycott, ça va être un accord entre concurrents ou une recommandation d'une association professionnelle qui ne vise à chacun des membres de l'entente ou aux membres de l'association professionnelle de leur délivrer un message, une consigne tendant à ne pas travailler ou à cesser de travailler avec des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux, et ça dans le but de rendre l'accès plus difficile à leur marché ou de les exclure de leur marché. Un exemple, par exemple, de deux distributeurs concurrents qui se mettraient d'accord pour ne plus distribuer les produits d'un fournisseur commun, eh bien, c'est une pratique de boycott. Donc ça, c'était les ententes horizontales par l'objet. Voyons maintenant des exemples d'ententes verticales qui sont interdites également par leur objet. Et plus précisément pour la première, les prix de revente imposés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prix de revente imposé? Sera considéré comme une entente, le fait pour un fournisseur d'imposer à ses distributeurs leur prix de revente du produit. Ça signifie que le fournisseur ne pourra pas imposer un prix de revente fixe ou minimum. Il ne pourra pas dire à son distributeur « je veux que tu revendes mon produit à 150 €. Il ne pourra pas lui dire « je veux que tu revendes mon produit au minimum à 150 €. Il ne pourra pas non plus lui dire « je ne veux pas que tu fasses plus de 5% de remise sur mon produit ».
En revanche, le fournisseur pourra imposer un prix de revente maximal. Tu vendras mon produit à un prix maximum de 150 €. Et de la même manière, il peut conseiller un prix de revente. Les prix de revente conseillés sont licites. Je te conseille de revendre à 150 €, sauf si en réalité, ce prix de revente conseillé s'avère être en pratique une obligation de revendre à ce prix-là, pour obligation qui serait formulée à l'égard du distributeur. Alors, comment les autorités font-elles pour contrôler les pratiques de prix de revente imposés? Pour cela, elles ont deux méthodes pour détecter ces pratiques de prix de revente imposés. Déjà, première méthode, c'est la preuve directe de l'accord, dès lors que les autorités constateraient que dans un contrat, dans des échanges de mails, etc., le fournisseur et le distributeur se sont mis d'accord pour pratiquer tel ou tel prix de revente. Alors ça, cette preuve directe de l'accord, c'est assez rare aujourd'hui parce que les opérateurs sont de plus en plus conscients du droit de la concurrence et prennent des précautions. Mais l'autorité de la concurrence a également une autre méthode pour détecter ces prix, et elle se réserve la possibilité de prouver l'existence de ces prix de revente imposés via sa méthode dite du triple test. Et cette méthode est de plus en plus utilisée puisque, encore une fois, la preuve directe est de plus en plus dure pour les autorités à obtenir, à trouver. Alors, cette méthode du triple test, quelle est-elle? Eh bien, elle doit répondre à 3 conditions cumulatives. L'autorité de la concurrence va, dans un premier temps, voir analyser s'il y a eu une évocation du prix entre le fournisseur et les distributeurs. Est-ce qu'ils ont parlé de ce prix de revente? Première condition. Si jamais elle est remplie, l'autorité va ensuite vérifier si ce prix qui a été évoqué a été appliqué de manière effective par les distributeurs dans plus de 80% des cas. Donc ça veut dire que l'autorité va regarder si dans plus de 80% des cas, les prix récoltés lors d'une enquête avec un échantillon, eh bien ces prix sont égaux ou supérieurs au prix conseillé et qui a été évoqué entre le fournisseur et le distributeur. Si c'est le cas, s'il y a bien une application dans 80% des cas, eh bien la seconde condition sera remplie. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que l'autorité puisse établir l'existence d'une police des prix faite par le fournisseur. C'est quoi cette police des prix? Eh bien, c'est une intervention du fournisseur pour faire respecter les prix conseillés ou les prix dont on a discuté. Alors, il faut savoir que la preuve est relativement aisée à obtenir pour l'autorité, et par exemple, de simples contrôles des prix ou une simple pression suffit. Par exemple, si elle peut constater que dans un email, le fournisseur a dit à son distributeur « tu fais des prix trop bas », ça suffira pour caractériser une police des prix. Donc ça, c'est les éléments du triple test que va opérer l'autorité de la concurrence pour pouvoir sanctionner une pratique dite de prix imposé, de prix de revente imposé. Alors, il faut savoir que ces prix de revente imposés en tant qu'entente par l'objet sont de plus en plus contestés en pratique, notamment par les économistes, qui considèrent que ça ne devrait pas être une entente par l'objet. Et dans certains pays comme aux USA et en Australie, eh bien, les autorités locales considèrent qu'il faut être plus souple avec ces prix imposés et ne pas les condamner systématiquement, ne pas les condamner notamment si il y a une concurrence intermarque forte et si, en pratique, il n'y a pas de risque de coordination des prix. Donc, cela risque d'être cette question en fait des prix de revente imposés comme entente par l'objet va sans doute faire l'objet d'un débat lors de la révision du règlement sur les restrictions verticales, révision qui est actuellement en cours devant la Commission. Concernant maintenant un autre exemple d'entente verticale par l'objet, ce sont les restrictions de vente. Ça signifie quoi? Ça signifie que, qu'est-ce que c'est qu'une restriction de vente? C'est
Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est une liberté qu'a, tout acheteur d'un produit auprès de son fournisseur de revendre le bien en cause ou le service contractuel, et ce, sans limitation de territoire ni restriction de clientèle. Donc ça, c'est le principe. Mais, vous le savez, on peut, dans le cadre de systèmes de distribution particuliers, on peut limiter, encadrer les reventes. Ça va être le cas, par exemple, dans un système de distribution exclusive ou encore dans un système de distribution sélective. Donc dans un système de distribution exclusive, pardon, on attribue un territoire à un distributeur et on a la possibilité, en tant que fournisseur, de restreindre les ventes actives de notre distributeur, donc les ventes actives, hors de son territoire de vente. En revanche, on ne pourra pas lui limiter, lui restreindre ses ventes passives. Ça veut dire qu'il pourra répondre à une sollicitation de la part d'un client. En revanche, il ne pourra pas démarcher, lui, directement un client à partir du moment où ce client est situé hors de son territoire contractuel. Distribution sélective, c'est quoi? Eh bien, c'est donc lorsqu'un système de distribution sélective est en place, dans un tel système, on a la possibilité de limiter les reventes hors réseau, d'interdire les reventes hors réseau à son distributeur. Eh bien, dès lors que ce distributeur ne vendra qu'à une clientèle finale, ce qu'il a le droit, ou à un autre membre du réseau, ce qu'il a le droit également, on ne pourra pas lui limiter ni ses ventes actives, ni ses ventes passives. Il faut savoir que les restrictions de vente sont examinées de manière très suivie par la Commission dans l'objectif du grand marché européen. Donc, système de distribution exclusive, système de distribution sélective, c'est ce que nous venons de voir. Et donc, passons maintenant aux restrictions, aux ententes par les faits, les restrictions par les faits. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des ententes qui ne sont pas restrictives par l'objet, mais dont on va analyser les effets potentiellement restrictifs sur le droit de la concurrence pour déterminer si, oui ou non, elles sont admises au regard du droit des ententes. Alors, pour faire cette analyse, eh bien, elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de vérifier le dépassement du seuil dit de minimis. Parce qu'on considère que si l'effet sur le marché de cette entente est minime, eh bien, l'accord échappe au droit des ententes. Alors, quels sont ces seuils? Ces seuils sont en matière d'accords horizontaux, c'est-à-dire entre deux ou plusieurs concurrents. Si les parts de marché cumulées des concurrents sont inférieures à 10%, on considérera que le seuil de minimis n'est pas atteint et que donc l'entente n'a pas d'effet restrictif de concurrence et elle ne sera donc pas sanctionnable. De la même manière, en matière d'accord vertical, là, il y a un seuil un petit peu plus élevé, puisqu'on considère que le seuil, il est à 15% de parts de marché cumulées. Donc, en dessous de 15% de parts de marché cumulées en matière d'accord vertical, on considérera que l'effet n'est pas suffisamment sensible et que donc, il n'y a pas à aller plus loin. L'accord restera licite. Seconde étape du raisonnement, c'est d'opérer un bilan de l'atteinte à la concurrence. Alors, dans quel cas fait-on donc on a passé cette première étape du dépassement du seuil des minimis et là, on va s'interroger, puisqu'on est dans une appréciation des effets sur le marché de l'entente, oui, on est bien sûr dans une appréciation sur les effets, eh bien, on va faire le bilan de l'atteinte à la concurrence et en voyant les caractéristiques du marché qui seraient de nature à contrebalancer les effets négatifs de l'entente. Pour cela, on va vérifier les parts de marché des parties et des concurrents, le pourcentage du marché affecté par l'accord, le contre-pouvoir éventuel des acheteurs ou des fournisseurs, les barrières à l'entrée. Voilà, tout ça va faire partie du bilan de l'atteinte à la concurrence pour essayer de voir s'il y a des caractéristiques qui sont de nature à contrebalancer les effets négatifs et ça sera
pris en considération dans ce bilan de l'atteinte à la concurrence. Et puis la troisième étape, c'est celle dite de l'analyse de l'exemption au regard des gains d'efficience. Donc il s'agit d'analyser si l'entente en cause n'est pas de nature à générer des gains d'efficience. Et pour ça, on va se servir de deux types d'éléments, de deux types d'outils. D'une part, les règlements d'exemption par catégorie, on va le voir juste après, et d'autre part, des critères individuels qui sont posés à l'article 101, paragraphe 3 du TFUE ou à l'article 420-4 du Code de commerce. Donc, c'est les critères d'exemption individuels. Gain d'efficience, répercussion aux utilisateurs consommateurs d'une partie équitable des gains obtenus, caractère indispensable de la restriction de concurrence, absence d'élimination de la concurrence. Si ces 4 critères cumulatifs sont remplis, eh bien, on considérera qu'alors même que l'entente tombait dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, eh bien, néanmoins, l'entente est exemptée compte tenu des gains d'efficience qu'elle va générer. Alors, exemption par catégorie, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ce sont des règlements qui ont été pris par la Commission. Et l'avantage de ces règlements, c'est qu'ils coupent court, sauf exception, à une discussion sur la preuve du fait que notre entente remplirait les critères de l'exemption individuelle, les critères qu'on vient de voir. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de prouver que notre accord remplit bien ces conditions d'exemption individuelle. Si notre accord remplit les conditions de l'exemption par catégorie, il sera présumé exempté. Donc c'est un outil extrêmement pratique. Donc il y a plusieurs règlements d'exemption qui ont été définis par la Commission. Vous en avez la liste ici et on va tout de suite en examiner de manière un peu plus approfondie, qui est celui applicable en matière de restriction verticale. C'est le règlement 330-2010 du 20 avril 2010, donc il fait aujourd'hui l'objet d'une révision par la Commission. Donc, règlement 330-2010, complété par les lignes directrices du 19 mai 2010 sur les restrictions verticales. Donc, c'est un règlement qui est extrêmement utilisé en pratique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce règlement? Eh bien, il nous dit que, en dessous de 30% de part de marché du fournisseur sur le marché sur lequel il vend ses produits, et de 30% de part de marché du distributeur sur le marché sur lequel ce distributeur achète les produits, donc 30% de marché à la vente et 30% de part de marché à l'achat. Si ces deux conditions de part de marché sont remplies, eh bien, les accords verticaux qui seraient conclus, passés entre ce fournisseur et ce distributeur, seraient exemptés à partir du moment où ils ne contiennent pas de restrictions caractérisées de concurrence, ce sont des clauses noires. Par exemple, c'est un accord sur les prix, un certain nombre de clauses qui de toute façon ne peuvent pas être exemptées, puisqu'elles constitueraient parallèlement une entente par l'objet. Donc, si on n'a pas ces clauses restrictives caractérisées dans notre accord, eh bien, on obtient une exemption automatique de notre accord. Il faut savoir également qu'il y a des clauses dites rouges qui, de toute façon, ne bénéficient pas de cette exemption automatique, et ça sera par exemple une clause de non-concurrence d'une durée supérieure de 5 ans. Mais au-delà de ces conditions, c'est-à-dire à partir du moment où on a moins de 30% de part de marché à la vente, moins de 30% de part de marché à l'achat, et qu'il n'y a pas de restriction caractérisée dans notre accord est exempté du droit des ententes. Donc c'est un outil extrêmement important en pratique, notamment dans les réseaux de distribution. Autre exemple d'entente horizontale par les effets. Non, pardon, je suis désolée, je reprends. Donc là, on était dans les ententes horizontales par les effets. Nous passons maintenant à l'analyse de certains types d'ententes horizontales
Pardon, oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'analyse de certains types d'ententes horizontales qui sont restrictives par leurs effets, avec le premier d'entre eux, c'est les accords de coopération horizontale. Donc c'est ici un accord entre concurrents qui n'est pas restrictif par l'objet, mais dont il faut analyser les effets pour évaluer sa légalité. Donc, comment va être faite cette analyse? Cette analyse va être... Enfin, il y a un guide d'analyse qui est fourni par des lignes directrices de la Commission pour les accords de coopération les plus courants, notamment en matière d'accords de recherche et de développement, d'accords de production de sous-traitance, accords de commercialisation, etc., accords d'achat en commun. Donc, pour ces accords horizontaux entre deux concurrents, donc qui ne sont pas restrictifs par l'objet, encore une fois, on va analyser leurs effets et ces lignes directrices sur les accords de coopération horizontale va nous servir d'outil pour analyser les effets de ces accords de coopération horizontale. Donc, j'attire votre attention sur souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les lignes directrices nous donnent des seuils de part de marché dans l'analyse à effectuer de ces accords horizontaux, et notamment en matière d'accords d'achat en commun ou accords de commercialisation, il y a un seuil de sécurité de 15% de part de marché cumulée. Ça veut dire qu'en dessous de ce seuil de 15% de part de marché, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, on considère que les effets ne sont pas restrictifs de concurrence. Il y a un seuil un petit peu plus élevé qui est posé pour les accords en matière de recherche et développement, par exemple, et c'est un seuil de 25%. Donc, la question de la part de marché dans les accords horizontaux comme verticaux est vraiment une question essentielle pour déterminer les effets de ces différents accords. Autre accord, ce sont les accords dits d'échange d'informations. Alors, les échanges d'informations ne sont pas systématiquement mauvais, mais ils peuvent l'être. Donc, ils peuvent l'être par l'objet. Si on fait un échange d'informations sur les prix, ça constituera une restriction de concurrence par l'objet qui sera systématiquement illicite. En revanche, d'autres échanges d'informations, pour d'autres échanges d'informations, il faut évaluer leurs effets potentiellement restrictifs de concurrence pour déterminer si oui ou non ils sont envisageables. Alors déjà, qu'est-ce qu'une information sensible? Qu'est-ce qu'une information qui peut être problématique dès lors que vous l'échangez avec votre concurrent? Eh bien, c'est une information qui permet de comprendre et d'anticiper les choix stratégiques d'un opérateur sur le marché. Par exemple, en dehors donc, de ce qui constitue une entente par l'objet, ça peut être, par exemple, un échange sur vos capacités, sur votre stratégie commerciale ou sur votre liste de clients, sur les investissements que vous envisagez. Tout ça, ce sont des informations qui sont de nature à influencer la stratégie commerciale de votre concurrent à qui vous délivreriez cette information. Et donc, c'est une information sensible. Alors, toute information de ce type-là n'est pas nécessairement condamnable. Tout échange de ce type d'information n'est pas nécessairement condamnable. Il faut que ce soit une information qui soit récente et qui porte sur des intentions futures, non publiques, individualisées ou individualisables et qui sont échangées de manière fréquente. Et ça, par opposition aux données anciennes, publiques, agrégées, anonymes, pour les besoins d'un projet pro-concurrentiel qui, pour le coup, restent envisageables. Donc, à titre d'exemple, par exemple, vous êtes membre d'un syndicat professionnel et vous transmettez des informations statistiques sur vos ventes à votre syndicat, à charge pour ce syndicat d'agréger ces données afin qu'il puisse établir des statistiques globales du marché sur lequel vous évoluez. Eh bien, ce type
d'échange d'informations n'est pas illicite à partir du moment où effectivement le syndicat va agréger les informations de chacun des membres et va ne transmettre que des statistiques globales à chacun. Statistiques globales qui va permettre ensuite, qui va vous permettre, en tant qu'opérateur sur le marché, de pouvoir calculer votre propre part de marché à partir des données que vous-même avez sur vos propres ventes et sur les statistiques globales qui vous sont fournies. En revanche, elles ne devront pas vous permettre, ces informations, de reconstituer la part de marché de vos concurrents, la part de marché individualisée de vos concurrents, parce qu'à défaut, ça voudrait dire que ces données ne sont pas suffisamment agrégées et donc contiennent des informations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un échange avec vos concurrents. Autre exemple de quelque chose qui reste licite dans le cadre d'un projet pro-concurrentiel, par exemple, vous envisagez une opération de concentration avec une opération de rapprochement avec vos concurrents, ce qui va donner lieu à une concentration potentiellement. Eh bien, pour envisager ce rapprochement, il est bien évident que vous allez devoir échanger un certain nombre d'informations afin de déterminer si oui ou non ce projet est susceptible d'avoir des effets bénéfiques. Un tel type d'échange va rester possible à partir du moment où il sera extrêmement, où il devra faire l'objet d'un cadre juridique très précis, de nature à limiter les informations qui vont pouvoir être échangées, les personnes qui auront accès à ces informations, mais dans le cadre d'un rapprochement, on peut s'échanger des informations, encore une fois, dans un cadre très précis et très encadré. En tout cas, l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en matière d'échange d'informations, c'est des questions très sensibles et tout échange d'informations avec des concurrents doit au préalable être validé par la direction juridique ou un cabinet d'avocats, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un sujet extrêmement sensible. Alors, on a vu les caractéristiques de l'information dans le cadre d'un échange d'informations potentiellement restrictif de concurrence. Maintenant, il y a une seconde caractéristique à prendre en considération, ce sont les caractéristiques du marché propice à un échange d'informations, donc qui vont accentuer l'effet, ou qui vont générer un effet restrictif de concurrence. Alors, la Commission relève diverses caractéristiques du marché qui vont rendre effectifs les effets restrictifs de concurrence. C'est par exemple dans le cadre d'un marché transparent, c'est-à-dire lorsque les caractéristiques du marché sont connues des opérateurs qui opèrent sur ce marché. Par exemple, la qualité, la quantité des produits offerts. Si c'est connu par les différents opérateurs qui opèrent sur le marché, on dira que le marché est transparent. De la même manière, va renforcer les effets restrictifs de concurrence l'existence d'un marché concentré, où peu d'opérateurs échangent, et donc pour eux, il est plus facile de s'échanger des informations pertinentes et de coordonner leur comportement. C'est toujours plus facile de coordonner son comportement avec un autre lorsqu'on est moins nombreux sur un marché. De la même manière, renforce ces effets restrictifs de concurrence l'existence d'un marché non complexe. Ça veut dire un marché où il y a peu de produits différents ou avec des produits qui ont des caractéristiques homogènes. C'est plus facile de se mettre d'accord avec son concurrent sur un tel marché. De la même manière, sur un marché stable, où il y a peu de nouveaux opérateurs, peu de croissance interne des différents opérateurs. Et aussi sur un marché symétrique, c'est-à-dire avec des entreprises concurrentes qui sont homogènes en termes de part de marché, de coûts, de gamme, de coûts, de gamme de produits, de capacité. Alors, quelques conseils en matière d'échange d'informations, des conseils pratiques. Encore une fois, il faut être extrêmement vigilant à chaque contact avec un concurrent, et quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'une organisation professionnelle ou dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre d'un contrat. Et aussi lors de contacts informels,
dans des échanges par mail ou dans des réunions au restaurant, ou réunions secrètes, ou des échanges téléphoniques, etc. Il faut être extrêmement, extrêmement vigilant, ou dans des salons professionnels aussi. Si vos salariés se rencontrent dans des salons professionnels, c'est un lieu qui est propice à l'échange, il faut être très, très vigilant. Et lorsque des réunions avec des concurrents sont organisées, que faut-il faire? Quelques conseils pratiques pour cela. Il faut déjà toujours avoir un ordre du jour de la réunion. C'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment insister en interne, toujours avoir un ordre du jour, que cet ordre du jour, bien entendu, soit conforme aux droits de la concurrence, et ensuite, il ne faudra pas s'en écarter. Parce que c'est à partir du moment où on s'en écarte qu'il y a un risque de dérapage et un risque d'échange d'informations qu'on ne devrait pas s'échanger. Et si, malgré toutes ces précautions à l'amont, il y a une discussion illicite qui commence lors d'une réunion, il faut vérifier que le risque que vous identifiez de la discussion sur lequel, de la discussion qui se déroule devant vos yeux, eh bien, il faut vérifier que vos inquiétudes sont exprimées dans le PV, dans le procès-verbal de la réunion. Et puis, on vous conseille également de quitter cette réunion en faisant noter sur le procès-verbal que vous avez quitté la réunion. Bien entendu, il faut éviter toute discussion en marge de la réunion, c'est-à-dire en amont ou d'aller au restaurant en amont de la réunion ou après la réunion. Il faut éviter ce type de discussion. Il faut également choisir avec soin le collaborateur qui va participer à la réunion, et il faut changer de participant de manière assez régulière, parce qu'on s'aperçoit que des habitudes se prennent par des gens qui se retrouvent régulièrement au sein des mêmes réunions. Et puis, de manière générale, il faut se conduire comme si la réunion était ouverte au public. Donc là, on a vu des exemples de restrictions horizontales par les effets. Voici maintenant quelques exemples de restrictions verticales par les effets, avec les obligations d'exclusivité. Donc, il y a deux catégories. Les fournitures exclusives, c'est lorsque le fournisseur vend à un seul distributeur, et puis les obligations d'approvisionnement exclusif, c'est lorsque le distributeur n'achète qu'à un seul fournisseur. Alors, ces obligations d'exclusivité, eh bien, elles sont exemptées avec le règlement d'exemption verticale dont on a parlé tout à l'heure, si le fournisseur et le distributeur ont chacun moins de 30% de part de marché à la vente pour le fournisseur, à l'achat pour le distributeur. Et encore une fois, s'il n'y a pas de restriction caractérisée. Mais si, en revanche, un de ces deux seuils est dépassé, un de ces deux seuils de part de marché est dépassé, eh bien là, il faut analyser les effets restrictifs de concurrence. On va analyser l'impact sur la concurrence de cet accord d'exclusivité en appréciant d'autres facteurs, tels que, par exemple, l'accessibilité au marché. Et avec notamment la part de marché du fournisseur, parce que dans le cas d'un accord de fourniture exclusive, si le fournisseur qui m'impose ou avec lequel je me suis mis d'accord pour un accord de fourniture exclusive a une part de marché importante, ça veut dire qu'on empêcherait potentiellement d'autres distributeurs d'accéder au marché. En revanche, si ce fournisseur a une part de marché très limitée, bah, ça n'empêchera pas un autre distributeur qui ne pourrait pas avoir accès aux produits du dit fournisseur de pouvoir s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, d'un fournisseur tiers, et de pouvoir exercer son activité. Donc ça, c'est un premier facteur à prendre en considération, c'est la part de marché des opérateurs, du fournisseur, mais également du distributeur sur le marché à l'aval. Autre facteur à prendre en considération dans les obligations d'exclusivité, c'est la durée de l'exclusivité. Moins l'exclusivité sera prévue pour une période longue, enfin moins longue sera cette période d'exclusivité, moins problématique, moins il y aura d'effets restrictifs de la concurrence sur le marché. Autre exemple, la distribution sélective.
Donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Un système de distribution sélective, donc c'est un système dans lequel le fournisseur qui souhaite préserver la notoriété et la qualité de ses produits va sélectionner ses revendeurs sur la base de critères de sélection définis. Alors il faut savoir que, de manière générale, que la distribution sélective purement qualitative, il est considéré qu'elle ne relève pas du droit des ententes, elle ne constitue pas une entente. Alors c'est quoi une distribution sélective purement qualitative? C'est le fait que, compte tenu de la nature du produit, eh bien, la distribution sélective est nécessaire. Donc la nature du produit implique un système de distribution sélective. Autre critère qui devra être rempli, c'est que les critères de sélection devront être objectifs, de nature purement qualitative, et appliqués de manière non discriminatoire à l'égard des différents distributeurs. Et enfin, ces critères ne devront pas aller au-delà de ce qui est nécessaire dans la sélection des distributeurs. Si ces conditions sont remplies, encore une fois, on considérera que peu importe la part de marché du fournisseur, le système de distribution sélective est validé. Peu importe cette part de marché, dès lors que ces 3 critères sont remplis. En revanche, si ces critères ne sont pas remplis, eh bien là, il faut analyser le système de distribution sélective qui est mis en place au regard des effets restrictifs de concurrence sur le marché. Et donc, c'est l'analyse par les effets qu'on a déjà évoqués. Alors, on a fait un petit focus sur l'encadrement des ventes sur les places de marché, en matière toujours de distribution sélective. Juste pour vous rappeler qu'en fait, ces places de marché, il y a eu une évolution de l'appréciation de ces places de marché dans le cadre d'un système de distribution sélective. Puisque dans un système de distribution sélective, on peut imposer les critères de qualité aux revendeurs pour la revente des produits. C'est ça la distribution sélective, c'est pouvoir imposer des critères qualitatifs de sélection aux revendeurs donc qu'on lui impose et qu'il devra remplir pour pouvoir distribuer nos produits. Et donc la Commission, dans un premier temps, dans ses lignes directrices, semblait considérer que l'on pouvait imposer que le client final passe par le site du revendeur pour acheter le produit, ce qui interdisait ipso facto les places de marché. Donc ça, dans un premier temps, les lignes directrices nous semblaient autoriser cette pratique. Mais là-dessus, dans un second temps, le Bundeskartellamt en Allemagne, puis l'autorité française de la concurrence qui lui a emboîté le pas, ont adopté une conception beaucoup plus étroite à l'égard des têtes de réseau, en considérant que les restrictions des distributeurs sélectifs à l'utilisation de places de marché étaient une restriction par l'objet. Donc là, virage à 180 degrés, on ne pouvait plus imposer, en fait, on ne pouvait plus interdire la distribution via ces places de marché à notre distributeur, lorsqu'on était une tête de réseau. Mais là-dessus, la Cour de justice a rendu en 2017 un arrêt Coty extrêmement important, dans lequel elle a considéré, la Cour, que l'interdiction de revente sur des plateformes tierces ou des places de marché était possible, cette interdiction était possible pour les produits de luxe. Là-dessus, la Cour d'appel de Paris, en 2018, dans son arrêt Codali, a adopté la même position. Et l'autorité de la concurrence, dans un arrêt Steele en 2018, a étendu cette analyse de la Cour de justice à d'autres types de produits que les produits de luxe, puisqu'en l'espèce, il s'agissait de tronçonneuses. Enfin, pour finir, avant l'examen des cas pratiques, on vous a mis, juste pour mémoire, des moyens de défense qu'on peut voir régulièrement dans les dossiers, mais qui ne peuvent pas être des moyens valables en cas d'infraction. Alors bien sûr, nous n'avons conclu aucun contrat écrit, on vient de le voir, ce n'est pas un moyen de défense, puisque une entente peut être caractérisée au-delà de l'existence d'un contrat écrit. Je ne savais pas que c'était interdit, ça marche,
Ça ne marche bien entendu pas pour quelle que soit l'infraction. L'administration était au courant. Alors ça peut être extrêmement perturbant pour les opérateurs, lorsque, par exemple, même l'administration a pris part à une entente ou a favorisé une entente, et pour autant, ça ne peut pas être un moyen de défense. Ça pourrait éventuellement constituer une diminution, un moyen de diminuer l'amende encourue, mais encore, les conditions, elles sont extrêmement difficiles à retenir, donc il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour se dire qu'on ne pourra pas faire l'objet d'une sanction. Nous n'avons pas accepté l'accord, peu importe en fait, dès lors qu'il y a un élément de concertation, ça suffit. Nous avons toujours agi de la sorte, ne peut pas être non plus une excuse, hein. Et seules 2 parties sont impliquées, oui peut-être, mais il n'en suffit que de 2, puisque seules les pratiques unilatérales ne peuvent pas tomber sous le droit des ententes. Donc à partir du moment où 2 parties sont impliquées, ça peut constituer une entente restrictive de concurrence. Alors, vous sortez d'une réunion au sein d'un organisme professionnel et croisez une personne travaillant chez votre concurrent. Il se plaint de la dureté des conditions de marché et de la destruction de valeur liée à la guerre des prix. Il vous indique qu'il faudrait trouver un moyen d'enrayer cette tendance, par exemple en définissant des périodes de promotion encadrées par des dates. Il ne s'agirait pas d'un accord sur les prix, mais simplement de mettre en place des dates de solde. Qu'en pensez-vous? Bien, en fait, sauf si quelqu'un veut prendre la parole, et un accord sur une politique promotionnelle, eh bien, c'est interdit avec un concurrent. La guerre des prix qui est mise en avant ici par votre interlocuteur pour justifier, selon lui, la nécessité de définir la période de promotion, ce n'est pas une excuse valable. Donc il faut refuser l'accord, l'échange qu'il vous propose, et à partir du moment où vous recevez ce mail, il faut vous distancier par rapport au mail reçu, en indiquant en réponse à l'email que vous ne souhaitez pas participer à ce type d'échange, à ce type d'accord. Deuxième cas qu'on a envisagé, vous rencontrez votre homologue chez l'un de vos concurrents qui vous invite à déjeuner. Il évoque la guerre des prix actuelle sur le marché et le fait que l'évolution du marché est imprévisible. Il vous propose, pour améliorer la prévisibilité, de vous informer mutuellement de l'évolution des rémunérations que vous versez aux revendeurs, ce qui ne serait pas une donnée sensible au sens du droit de la concurrence. Il propose d'organiser un échange régulier sur cette information. Et à la suite de ça, il vous envoie un mail confirmant sa proposition. Comment réagissez-vous? Je vais essayer. Donc ici, le cas... bonjour à tous d'abord. Bonjour. Ici, le cas précise qu'il ne s'agit pas d'une information sensible, d'une donnée sensible. Donc, ce serait peut-être possible de le faire, de faire cet échange avec l'homologue. Alors, bon, si un opérateur vous dit que ce n'est pas une donnée sensible, bien sûr, il faut essayer de vérifier par vous-même si ça l'est ou pas. Et l'évolution des rémunérations qui sont versées aux revendeurs, c'est une donnée sur, potentiellement, qui peut impacter les prix. Donc c'est plutôt qualifiable de données sensibles. Donc il faut se distancier de l'email et de la proposition qui vous est faite. D'accord. Alors, dernier petit cas pratique. Vous participez à une réunion au sein d'un organisme professionnel. L'un de vos concurrents prend la parole et commence à argumenter autour des coûts de lancement d'un nouveau projet pour son entreprise, et il donne des ordres de grandeur de ces coûts. Comment est-ce que vous réagissez? À mon sens, je quitte la réunion, et je fais noter sur le PV que je considère, que les échanges à venir sont d'ordre, illicite et contraire au droit de la concurrence, et que je prends le parti de quitter la réunion. Oui, je pense effectivement que ça serait la bonne attitude à adopter. De bien de faire noter au PV que vous quittez, et puis en expliquant que vous considérez que ce type d'échange n'a pas lieu d'être dans le cadre de la réunion en cause.